Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Malinov, votre magazine qui explore l'innovation sous toutes ses formes. Chaque semaine, nous vous amenons à la rencontre des idées, projets audacieux et des acteurs qui transforment notre société. On se retrouve juste après le sommaire. Saviez-vous que le Mali a officiellement lancé un plan stratégique national de santé numérique pour la période 2024-2028 en vue de moderniser la prise en charge médicale grâce aux technologies numériques? Mais où en est réellement le Mali dans la digitalisation de la prise en charge médicale, tant celle-ci est aujourd'hui un levier indispensable pour améliorer l'accès aux soins? Le point à suivre. Un robot chinois fait son entrée dans le Guinness des records. Pour cause, ce robot humanoïde a marché en 3 jours 100 km non-stop, la plus longue distance jamais parcourue à pied pour une machine humanoïde. Tous les détails dans ce magazine. Le Mali s'engage dans une profonde transformation digitale de tous ses systèmes et parmi eux le système de santé. Cette ambition s'est matérialisée avec le lancement du plan stratégique national de santé numérique 2024-2028. Porté par l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale ANTIM, ce plan représente une étape clé dans la transformation digitale du système sanitaire malien. Mais entre promesses, défis et attentes de la population, où en est réellement le Mali dans cette transition digitale? Est-ce qu'au-delà des annonces, le Mali disposera-t-il enfin d'une véritable plateforme médicale nationale ou faut-il laisser chaque acteur développer ses propres outils? Nous nous sommes lancés sur le sujet afin d'éclairer les enjeux et les perspectives. De son nom, le plan stratégique national de santé numérique, avec un budget prévisionnel de 35 millions de dollars, le projet est une prévision de la création d'un environnement numérique de santé du Mali, c'est-à-dire une plateforme centralisée et sécurisée permettant l'accès aux dossiers médicaux des patients, la télémédecine, mais aussi l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information de santé. L'ANTIM, à son temps, a été créé en 2008. On a commencé par cybersanté, et la référence est évacuation, donc le fait de pouvoir poster le dossier du médical, essayer de voir effectivement avant l'évacuation, au lieu d'envoyer les dossiers. Donc déjà, on avait créé une plateforme en son temps, donc pour pouvoir tirer les malades pour leur évacuation. Après, il y a eu ce qu'on appelle PrisNet, qui était un projet par rapport au suivi des enfants, qui est en commune 3. En 2012 déjà, nous on était capable de connecter 54 sites et qui pouvaient faire la visioconférence en même temps. Selon l'ANTIM, la priorité est de bâtir une gouvernance robuste des standards de sécurité et un cadre légal pour encadrer l'échange et le stockage des données de santé. Pour les professionnels de santé, de telles plateformes pourraient transformer la pratique avec de meilleures continuités des soins, accès rapide à l'historique médical, réduction des pertes d'informations ou encore consultation à distance dans les zones enclavées. Et par définition, c'est l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans la médecine, notamment santé médicale. Et cette technologie, c'est venu avec l'évolution du temps. Donc avec le temps, on a vu que c'est un outil qui aide beaucoup la médecine, qui est à la limite indispensable. Je peux dire que c'est les normes pour une médecine de pointe, une médecine efficace, fiable, avec moins d'erreurs, avec des supports sûrs. Et la digitalisation est presque incontournable. Du côté du privé, Santé Mobile, lancé par 2 infirmières maliennes, joue déjà la carte du numérique. Le service digitalise plusieurs services, consultation à domicile, prise de rendez-vous en ligne, géolocalisation des patients. Notre structure a pour objectif vraiment de pouvoir assurer des soins de proximité. Par rapport à la prise en charge, nous on essaye de mettre en place ce qu'on appelle la sectorisation. Donc l'objectif, c'est que quand nous recevons une demande, la demande est réceptionnée, puis nous avons des agents à chaque secteur. Admettons qu'une personne est au niveau de la commune 4, voilà, à Sébenikoro, et a besoin d'une prise de sang. Donc nous avons un agent qui peut directement se rendre au domicile de la personne pour pouvoir faire ce soin-là. Et de là est cette digitalisation, parce qu'il faut forcément de la digitalisation pour pouvoir réaliser ça. Donc on communique directement via les différents canaux qu'on a aujourd'hui. L'un des principaux obstacles identifiés dans le PSNSN est l'interopérabilité. Les systèmes existants sont fragmentés et il faudra un travail de standardisation pour que tous les acteurs publics et privés puissent échanger des données. Outre cela, les infrastructures numériques restent intégrales.
Certaines régions manquent de connectivité et les centres de santé ne disposent pas tous de l'équipement nécessaire tel que les serveurs, les ordinateurs ou une électricité stable. Tout le monde n'a pas la digitalisation. C'est-à-dire que certaines structures sont sous format papier, certaines structures sous format numérique, mais même le format numérique, il y a différents logiciels. Peut-être l'un va utiliser un logiciel A, l'autre va utiliser un logiciel B. Donc, les données, même s'ils sont collectés, on pourra pas forcément les joindre. Donc, c'est vraiment ça la plus grande, le plus grand défi en tout cas. Parce que ça demande aussi des ressources, ça demande des moyens qu'on n'a pas partout, ça demande une couverture Internet suffisante et efficace, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout en zone rurale. Heureusement, en zone urbaine, on a assez de connexions qui peuvent nous permettre de le faire. Les malades sont dans le village. Et les meilleurs médecins, les spécialistes, sont dans les villes. Comment joindre ma grand-mère qui est au village, qui n'a rien fait, qui est malade? Donc, nous, on est là pour pouvoir effectivement rapprocher les soins aux patients. Et la santé numérique, les outils, vraiment, c'est l'avantage dans le cadre de la santé. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir des spécialistes sur place. À distance, les spécialistes peuvent faire leurs consultations. À distance, on peut assister les gens. Sur place, on peut donner des conseils. Malgré tout, une question centrale se pose. Le pays doit-il mettre en place une plateforme numérique nationale unique ou laisser chaque acteur développer ses propres outils? Oui, nous devons avoir une plateforme nationale, mais intégrée. Pas unique, mais intégrée. Intégrée, ça veut dire quoi? Par rapport à la spécificité, par rapport au domaine, chacun doit avoir un outil qui répond à ses besoins. Parce que chacun a un besoin spécifique. Donc, par rapport à cet outil qu'il a besoin, on doit être capable maintenant de faire en sorte que ces outils puissent communiquer. Et pour que ça puisse communiquer, que ça se communique, pour qu'on puisse avoir une seule base de données. À ces moments, ceux qui sont à la périphérie, quand vous allez dans un CESCOM, on appelle ça le directeur technique du CESCOM, c'est le à tout faire. Il est le cardiologue, il est le gynécologue, il fait tout. Si lui seul, il doit avoir des plateformes où tu vas faire la télégynécologie, la télécardiologie, la télédermatologie, la télépsychiatrie. Donc, une seule personne, vous avez tout, lui seul doit faire tout ça, vous voyez qu'il va se perdre. Mais on peut faire en sorte que, qu'il y ait une interface, interopérable comme le téléphone. Donc, quand tu ouvres, donc, il y a les applications. Quand tu dois faire la télémédecine, dermatologie, donc, tu ne fais que cliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle plateforme intégrée. Mais chacun doit avoir de façon spécifique. Du côté des populations, l'espoir est réel. Les citoyens attendent de leurs autorités une modernisation du système de santé capable de simplifier les démarches, d'améliorer la qualité des soins et de réduire les inégalités d'accès. Je pense que digitaliser, ça permet vraiment de sauver des vies, de poser des bons diagnostics, etc., etc. Pas caporaliser ça, dire que c'est l'État qui doit le faire, mais non, l'initiative doit être, surtout les start-up en général, c'est beaucoup de flexibilité et il ne faudrait pas. Leurs innovations peuvent être en ce moment brevetées par l'État, par d'autres institutions et en ce moment, l'État s'en accapare et le met là où ça sert le mieux. Si les engagements financiers et techniques se concrétisent, une version pilote de la plateforme pourrait voir le jour d'ici 2026-2027. Pourtant, sans engagement continu, ce plan pourrait rester un beau projet sur le papier. Au Mali, où le thé occupe une place centrale dans la vie sociale, deux ingénieurs viennent de bousculer les habitudes avec une innovation aussi surprenante que prometteuse. En fondant leur start-up Mandetech, ils ont imaginé une machine capable de préparer le thé malien de manière automatique tout en respectant les préférences de chacun. Baptisée Mandé Barada, cette invention impacte et accessible pourrait bien révolutionner un rituel profondément ancré dans le quotidien des Maliens. Découverte de cette machine dans la Startup Innov. Dans un paysage technologique malien en plein essor qui vise des objectifs plus élevés et vraiment complexes,
2 jeunes ingénieurs attirent l'attention du public et même des autorités. L'ère Startup, Mandetech, durant le Salon des entrepreneurs de la Confédération des États du Sahel, s'est fait remarquer grâce à une innovation surprenante mais parfaitement ancrée dans les habitudes locales, la Mandé Barada, est une machine compacte capable de préparer du thé malien selon les préférences exactes de chaque consommateur. Mandé Hightech est une start-up qui évolue dans le domaine de l'innovation technologique et nous avons conçu Mandé Barada, la première machine automatique de préparation de thé vert qui reproduit typiquement la préparation du thé vert malien en faisant la première préparation, deuxième préparation et stock dans différentes cuves. Et à partir de l'écran tactile, l'utilisateur peut sélectionner sa préférence de thé et de sucre et en quelques secondes, vous avez votre thé. C'est le premier prototype que notre start-up a mis en place aujourd'hui. Et on est en train d'essayer de voir pour mettre en place la version commerciale pour essayer de conquérir le marché. L'étincelle est venue sur un coup de tête, racontent les 2 fondateurs. En observant l'enthousiasme quasi quotidien des Maliens pour le thé, véritable rituel social dans les grains, ils y ont vu une opportunité. Compacte, légère et facilement transportable, la Mandé Barada adopte le principe des machines à café classiques, mais adaptées au thé malien et au goût très varié des consommateurs. Proposé à un prix accessible de 200 francs CFA, le service permet de choisir un premier, deuxième, fort ou moins fort, un super sucré, un peu sucré ou pas du tout. L'utilisation de Mandé Barada est simple et pratique et c'est efficace. Vous prenez avec la machine, vous avez juste à mettre les ingrédients, le thé, le sucre dans différentes cuves et de l'eau encore. Et à partir de l'écran, vous lancez la préparation. La machine non seulement prépare le thé premier pendant à peu près 5 minutes, ensuite prépare le thé deuxième et stocke chaque liquide dans différentes cuves. Et à partir de là, les thés sont prêts. Quelqu'un qui veut se servir, vous arrivez directement, vous prenez votre gobelet. Et vous avez juste à placer en dessous de la gouttière. Et à partir de l'écran tactile, vous sélectionnez thé premier ou thé deuxième. Et la machine vous offre la possibilité aussi de choisir soit sans sucre, sucre moyen, sucre fort. Et automatiquement, la machine sert le thé, ajoute du sucre dans le gobelet, ensuite sert le thé avec mousse directement et vous prenez votre dose de thé. Il y a la préparation qui se fait en un premier temps, la préparation du thé. Donc on met le thé dans le filtre, il y a un bac d'eau qu'on remplit et maintenant on lance la préparation. Quand on lance la préparation, maintenant la machine gère le reste. Donc la machine fait une première préparation et stocke ça dans une chaudière et il fait une deuxième préparation pour stocker ça aussi. Donc là nous avons le premier et le deuxième. Maintenant après ça c'est la fin de la préparation. Donc après ça maintenant il y a le volet service. Donc quand il y a un utilisateur, tu peux faire demander le premier ou le deuxième en fonction de ton choix. Maintenant, la machine te demande aussi de faire un choix de sucre. Donc si tu veux un niveau de sucre moyen ou un niveau de sucre élevé, ou si tu ne veux pas du sucre du tout, donc tu fais le choix et puis la machine fait le service. Depuis ses premières démonstrations, Mandé Barada suscite un véritable engouement. Dans les grains, les curieux se pressent pour tester cette nouveauté qui modernise leurs boissons préférées. Bon, je pense que c'est une très belle initiative, c'est une très belle innovation aussi. Le thé qu'ils font, bon, c'est de la qualité, c'est bon à déguster, c'est simple aussi l'utilisation. Tout le monde n'a pas le temps de s'asseoir pour faire du thé, donc c'est fait pour ces personnes-là. Ils viennent, ils préparent leur thé avec Mandé Barada, le service est simple et pratique aussi. Ceux qui n'ont pas le temps, c'est fait pour eux, quoi. Les 2 ingénieurs envisagent déjà des améliorations techniques, une production plus large et peut-être, à terme, des déclinaisons adaptées à d'autres boissons locales. Bon, avec Mandé Barada, vu l'objectif même, parce qu'on a vu que le Malien aime le thé, maintenant avec la modernisation dans les services publics comme privés, dans les aéroports, on n'a pas le temps de faire le thé comme on le fait à la maison. Et pourtant, les gens aiment prendre le thé dans les services. Donc pour trouver une solution à ça, on a pensé pour la réalisation de cette machine. Donc c'est juste, on fait la préparation dans le service. Si on a ça, on fait la préparation et on laisse. Quand tu veux le thé, tu viens, tu fais le service, la machine te donne le thé en 5 secondes maximum et tu vas travailler. Pour acheter la machine actuellement, non seulement les restaurants, on a les hôtels
les aéroports, les gares, partout où la préparation du thé nécessite est un peu contraignant. Donc partout où la préparation du thé est un peu contraignant, on a besoin de la machine là-bas. Donc ils peuvent utiliser. Il y a certains même qui se déplacent en ville lors des mariages pour faire du thé. Donc ils vont utiliser les grands théières pour faire. Mais avec Mandé Barada, ils ont juste besoin de Mandé Barada pour, dans les mariages, les trucs là, pour utiliser. Donc non seulement ils sont des clients, les entreprises, les hôtels, les restaurants, etc. Tout le monde peut utiliser Mandé Barada. Ici à Bamako, la tradition du thé est autant culturelle que sociale. Cette innovation locale pourrait bien transformer un rituel quotidien en opportunité nationale, voire sous-régionale. Avec Mandé Barada, Mandé Tech prouve qu'il est possible d'innover en partant simplement d'un geste du quotidien. Une belle promesse pour la technologie Made in Mali. Un robot chinois fait son entrée dans le Guinness des records pour avoir marché 100 km en 3 jours, la plus longue distance jamais parcourue à pied pour une machine humanoïde. Du haut de ses 1,69 mètres et dressé sur ses 2 jambes, Agibot A2 est parti de la ville de Suzhou dans l'est de la Chine, a traversé des autoroutes et des rues pour arriver dans le quartier historique du Bund à Shanghai en 3 jours, a rapporté le Guinness des records. L'entreprise shanghaïenne Agibot, à l'origine de ce robot bipède, a assuré que l'engin a parcouru des surfaces variées tout en respectant le code de la route au cours de son périple ininterrompu de 106 286 km qui a été certifié comme le premier exploit de ce type. Ce robot A2 est conçu pour des tâches telles que le service de client et est équipé d'une fonction discussion et doté de capacités de lecture labiale. Les entreprises technologiques mondiales investissent des sommes colossales dans l'IA matérielle qui comprend les lois et les physiques et peut percevoir et évoluer dans le monde des humains. Selon les prévisions de la banque Morgan Stanley, le monde pourrait compter plus d'1 milliard de robots humanoïdes d'ici 2050. Le gouvernement chinois encourage les entreprises nationales à développer de tels robots dans l'espoir de devenir le leader mondial de cette industrie. À rappeler que Pékin a accueilli en août dernier les tout premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes où plus de 500 robots se sont affrontés dans des disciplines comme le basketball, la danse ou encore le ménage de chambres d'hôtel. Tunis a accueilli cette année un forum méditerranéen résolument tourné vers l'avenir, réunissant entreprises, experts et institutions venus présenter leurs avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un rendez-vous stratégique où les entreprises participantes ont exposé des solutions innovantes couvrant un large spectre des technologies émergentes basées sur l'intelligence artificielle. C'est le coup de cœur de Malinov ce soir. Au centre des discussions du Forum méditerranéen en Tunisie, l'intelligence artificielle comme moteur d'un nouveau modèle économique. Parmi les innovations, des intelligences artificielles génératives pour automatiser la rédaction, la traduction et la création multimédia et une vision artificielle pour la surveillance intelligente, l'industrie 4.0 et le diagnostic médical. Une toute autre innovation est une IA analyse prédictive dans la finance, l'agriculture et la gestion des risques, un assistant virtuel avancé pour moderniser l'administration publique et améliorer la relation client ou encore un robot autonome dédié à la logistique, la sécurité ou l'éducation. Et donc l'idée de créer des infrastructures nouvelles pour de l'énergie propre, solaire et renouvelable en combinaison avec des data centers, des supercalculateurs qui permettraient de développer l'écosystème en Afrique du Nord mais être aussi au service des besoins de compétitivité de l'Europe, c'est une opportunité unique. Et j'insiste sur cet aspect. Il est possible de développer l'infrastructure IA la plus compétitive au monde dans le bassin méditerranéen et c'est le type d'opportunité qu'on doit saisir. En termes de télécommunications, de câbles à fibre optique haut débit, en fait ce réseau existe, notamment je veux citer le réseau Medusa qui vient d'arriver en Tunisie il y a moins de 2 semaines, un réseau à très haut débit qui connecte les grandes villes de la Méditerranée et donc ce qui nous manque c'est des infrastructures d'énergie renouvelable à très grande échelle et des infrastructures et de la puissance de calcul à très grande échelle. Le forum a également servi de vitrine pour des startups et entreprises internationales souhaitant s'implanter en Afrique du Nord ou collaborer avec des acteurs locaux.
Beaucoup ont présenté des solutions prêtes à être intégrées dans les collectivités pour optimiser les services urbains, les PME, pour moderniser la gestion et améliorer la productivité ou encore les secteurs sensibles comme la santé ou l'IA assistée. Plusieurs entreprises ont insisté sur l'importance de l'intégration technologique, infrastructure cloud, cybersécurité, plateformes d'interopérabilité et solutions de data governance. Cet aspect technologique a été l'un des fils conducteurs du forum, confirmant que l'IA ne peut prospérer qu'avec des environnements numériques solides. Alors ce fonds Expertise France doté de 2 millions d'euros, bien sûr vous me direz que ça ne suffit pas par rapport aux milliards qui sont investis en matière d'intelligence artificielle dans le monde, mais ce n'est pas le sujet. Les 2 millions d'euros vont servir à structurer un réseau d'acteurs, de chercheurs, d'universitaires, de start-up qui vont ensemble créer des ponts, des synergies, réfléchir ensemble comment l'IA peut répondre aux défis méditerranéens. En définitive, cette édition du Forum méditerranéen à Tunis a démontré que l'intelligence artificielle n'est plus un concept futuriste, mais une réalité stratégique pour les économies du bassin méditerranéen. Les entreprises présentes ont confirmé leur volonté d'innover, de collaborer et de construire des solutions capables de relever les défis d'un monde en transformation rapide. L'événement aura surtout permis de rappeler que la technologie et l'IA en particulier peut devenir le moteur d'un développement durable, inclusif et adapté aux jeunes sociétaux de demain. Comme chaque semaine, pour boucler cette émission, nous vous proposons une astuce du net et ce soir, on vous donne un fondamental. Même si cela ne se voit pas à première vue, les Maliens sont des abonnés loyaux à tel point que des fois, ils en arrivent à oublier certains abonnements qu'ils ont effectués. Pour l'astuce d'aujourd'hui, on vous présente Bobby, une application qui est un gestionnaire d'abonnements très pratique pour savoir combien vous dépensez dans les abonnements par mois et de garder une trace de chacun de vos abonnements. Suivons ensemble. De Netflix en passant par les salles de sport, tout en n'oubliant pas les services de jeux en ligne comme la PlayStation Network ou encore la Xbox Game Pass, des abonnements, il y en a de quoi faire, sauf pour les fois où on se perd. Mais avec Bobby, plus de casse-tête. Avec cette application, vous pouvez choisir d'ajouter un nouvel abonnement en sélectionnant dans la liste des abonnements populaires proposés par l'application, mais vous pouvez aussi créer un abonnement personnalisé, par exemple pour un service que vous payez chaque mois. Quand vous créez un abonnement personnalisé, vous pouvez définir le nom de l'abonnement, le montant, l'icône et la couleur utilisée pour le reconnaître visuellement. Vous pouvez aussi bien sûr entrer une description personnalisée, le cycle de paiement pour chaque abonnement et régler un rappel pour être prévenu quand le paiement doit être effectué. L'application sauvegarde et synchronise vos données sur l'iCloud pour les retrouver par exemple entre l'iPhone et l'iPad. L'application est gratuite et il est possible de débloquer l'intégralité des fonctionnalités avec un unique achat intégré qui vaut au moins le prix d'un croissant. Une excellente application pour savoir combien d'abonnements vous avez et combien vous dépensez par mois en abonnement. C'est tout pour cette rubrique. On se dit à la prochaine. Bye. C'est la fin du 182e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même plateau, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.